Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo incroyable de notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui va laisser tout le monde bouche bée, comment lire dans les pensées des gens. Vous avez bien entendu, nous allons vous révéler pas moins de 10 techniques puissantes pour comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous apprendre de tours de magie ou de télépathie ici. Le secret réside dans l'observation attentive, la connaissance profonde de la psychologie humaine et une pincée de sagesse stoïcienne. Au cours des 40 prochaines minutes, nous allons plonger dans ces 10 conseils de manière captivante et attrayante, sans renoncer à une réflexion sérieuse et transformatrice. Après tout, maîtriser l'art de la lecture mentale n'est pas seulement une compétence incroyable pour se démarquer dans les interactions sociales et professionnelles. C'est aussi un chemin vers la connaissance de soi et l'équilibre émotionnel, comme le savaient bien les grands philosophes stoïciens de l'Antiquité. Alors commençons par la première technique pour lire dans les pensées des gens, observer le langage corporel. Vous connaissez le dicton « le corps parle » ? Eh bien, c'est la pure vérité. Nos gestes, nos postures et nos expressions en disent long sur ce que nous pensons et ressentons, souvent même plus que les mots. Donc, si vous voulez devenir un véritable mentaliste, la première étape est de prêter attention à ces signes non-verbaux. Mais du calme, vous n'avez pas besoin de regarder tout le monde comme un détective privé. L'idée est simplement d'être plus attentif et conscient lors de vos interactions. Et si quelqu'un se plaint que vous regardez trop, dites-lui simplement que vous pratiquez votre lecture corporelle. Je vous garantis qu'ils vont adorer. Mais alors, que faut-il exactement observer dans le langage corporel? Eh bien, il y a plusieurs aspects, mais certains des principaux sont la posture, les mouvements des mains et des bras, les expressions faciales et même la distance et l'orientation entre les personnes. Par exemple, quelqu'un avec les bras croisés et une posture fermée indique généralement une attitude défensive ou un inconfort, tandis qu'une posture plus ouverte et détendue suggère la réceptivité et la confiance. Des gestes amples et expansifs peuvent indiquer de l'enthousiasme ou de la domination, tandis que des mouvements plus contenus et proches du corps peuvent suggérer de l'introversion ou de l'insécurité. Et bien sûr, n'oublions pas les expressions faciales, qui sont une véritable fenêtre sur l'âme. Un sourire authentique, un regard détourné, un froncement de sourcils, chaque micro-expression raconte sa propre histoire. Mais attention, l'interprétation du langage corporel n'est pas une science exacte et infaillible. Après tout, nous sommes tous des individus uniques et complexes. Ce qui peut être un signe de nervosité pour quelqu'un peut n'être qu'un tic ou une caractéristique personnelle pour un autre. Il est donc essentiel de toujours prendre en compte le contexte, la personnalité de la personne et d'autres facteurs avant de tirer des conclusions hâtives. Après tout, personne ne veut être cet ami ennuyeux qui analyse chaque geste des autres, n'est-ce pas? L'idée est d'utiliser cette compétence avec sagesse et discrétion, en respectant toujours l'individualité et la vie privée de chacun. Et vous savez ce qui est le plus cool dans l'apprentissage de l'observation du langage corporel? En plus de vous aider à mieux comprendre les gens, cela peut aussi être un outil précieux pour votre propre connaissance de vous-même et votre développement personnel. En prêtant plus d'attention à vos propres gestes et postures, vous pouvez identifier des schémas, des émotions et même des croyances limitantes qui passaient inaperçues. Et alors, armé de cette connaissance, il devient beaucoup plus facile de travailler pour mieux communiquer, transmettre de la confiance et de l'authenticité, et même surmonter les insécurités et les peurs. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, mes chers mentalistes en herbe, commençons à prêter plus d'attention à cette fascinante danse non-verbale qui se produit dans chaque interaction. Je vous garantis que vous serez surpris de voir tout ce qu'il est possible de lire sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Faites attention au ton de la voix. Alors, les amis, êtes-vous prêts à poursuivre notre voyage dans le monde fascinant de la lecture mentale? Parlons donc de la deuxième technique, faire attention au ton de la voix. Oui, mes chers apprentis Jedi de l'esprit, la façon dont quelqu'un parle peut en révéler autant que le contenu des mots eux-mêmes. C'est comme si chaque intonation, rythme et volume était un indice laissé pour dévoiler les mystères de l'esprit des autres. Donc, si vous voulez devenir un véritable Sherlock Holmes des émotions, il est temps d'affiner ses oreilles et de vous brancher sur cette symphonie vocale qui se produit dans chaque conversation. Mais comment exactement le ton de la voix livre-t-il les secrets les plus profonds de l'âme, vous vous demandez peut-être. Eh bien, pensez au nombre de fois où vous avez entendu quelqu'un dire « je vais très bien », mais la voix sonnait plus fausse qu'un billet de 3 $. Ou quand quelqu'un parle de manière si monotone qu'on dirait qu'il lit la liste de courses du supermarché, suggérant un ennui mortel. Un ton plus aigu et strident peut indiquer du stress ou de l'irritation, tandis qu'une voix douce et mélodieuse transmet généralement une sensation de calme et de confiance. Et bien sûr, n'oublions pas ce ton ironique que certains adorent utiliser, n'est-ce pas? Celui qui dit essentiellement « je te complimente, mais en fait je me moque de toi ». Ah, l'ironie, cette grande pierre dans la chaussure des mentalistes débutants. Mais détendez-vous, vous n'avez pas besoin d'essayer d'analyser chaque vibration des cordes vocales des autres comme si vous étiez un scientifique fou. Le secret est d'entraîner progressivement cette perception, au quotidien. Commencez par prêter plus d'attention à la façon dont les gens autour de vous utilisent leur voix pour exprimer différentes émotions et intentions. Remarquez comment le ton change lorsque quelqu'un est excité, triste, en colère ou même en train d'essayer de cacher quelque chose.
Et n'oubliez pas de prendre en compte les différences individuelles et culturelles. Après tout, ce qui peut être un ton de conversation normal pour l'un peut sembler être un cri pour l'autre. L'important est de calibrer progressivement ces oreilles magiques et de les utiliser comme une arme supplémentaire dans votre arsenal de lecture mentale. Et vous savez ce qui est le plus cool? S'entraîner à cette compétence ne vous aide pas seulement à dévoiler les mystères de l'esprit des autres, mais peut aussi être un grand allié pour communiquer de manière plus efficace et charismatique. En étant plus conscient de la façon dont vous utilisez vous-même votre voix, vous pouvez moduler votre intonation et votre rythme pour transmettre vos idées et vos émotions de manière plus assertive et engageante. Imaginez pouvoir convaincre quelqu'un de vous donner une augmentation juste avec le pouvoir de votre voix séduisante? Ou faire tomber cette personne spéciale amoureuse de vous juste avec le bon ton? Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée, non? Alors allons-y, mes chers mentalistes vocaux, prêtons tous plus d'attention à cet incroyable outil de communication que nous avons à notre disposition. Après tout, comme le dirait le grand philosophe Hermeto Pascoal, tout est son, tout est vibration. Et qui sommes-nous pour le contredire, n'est-ce pas? Faites attention aux yeux et aux regards. Parlons de la troisième technique, faire attention aux yeux et aux regards. Oui, mes amis, ce vieux dicton selon lequel « les yeux sont le miroir de l'âme » n'est pas que du baratin. Le regard peut révéler une infinité de secrets, d'émotions et même d'intentions cachées. C'est comme un portail magique vers le monde intérieur de la personne. Donc, si vous voulez devenir un véritable maître de la lecture mentale, il est temps de commencer à prêter plus d'attention à ce fascinant jeu de regard qui se produit dans chaque interaction. Mais comment exactement interpréter tout ce langage oculaire, vous vous demandez peut-être? Eh bien, il faut d'abord être attentif à la direction du regard. Un regard direct et soutenu indique généralement de la confiance, de l'intérêt et même une passion dévorante, tandis qu'un regard détourné ou fuyant peut suggérer de la timidité, de l'inconfort ou même un mensonge éhonté. Un regard fixe et trop intense peut donner une sensation d'intimidation ou que la personne est un tueur en série potentiel. Et n'oublions pas ces clins d'œil séducteurs, n'est-ce pas? Ceux qui semblent dire « je suis intéressé par toi » ou « fuyons aux Bahamas tout de suite ». Ah, les mystères de la drague oculaire. Mais ça ne s'arrête pas là, mes jeunes Sherlock Holmes des yeux. En plus de la direction, il est également important de remarquer la dilatation des pupilles, la fréquence des mouvements oculaires et même l'humidité des yeux. Des pupilles dilatées peuvent indiquer de l'intérêt, de l'excitation ou même que la personne vient de voir un plat délicieux, tandis que des pupilles contractées peuvent suggérer du désintérêt, du stress ou que quelqu'un lui a braqué une lampe de poche au visage. Des yeux qui sautent d'un côté à l'autre peuvent indiquer de la nervosité, un ennui extrême ou que la personne suit un match de tennis invisible. Et bien sûr, n'oublions pas l'émotion authentique qui peut être transmise par des yeux embués ou même par une larme solitaire coulant sur le visage, digne d'un Oscar du meilleur drame. Mais attention, mes chers mentalistes oculaires, avant de vous mettre à fixer tout le monde dans les yeux comme si vous étiez possédé par l'esprit de Mystère M, rappelez-vous que l'interprétation du regard dépend aussi beaucoup du contexte et de la culture. Dans certaines sociétés, regarder quelqu'un dans les yeux trop longtemps peut être considéré comme une déclaration d'amour éternel, tandis que dans d'autres, cela peut être perçu comme une invitation à une bagarre de rue. De plus, certaines personnes ont tout simplement des yeux plus expressifs ou préfèrent communiquer davantage par le regard, tandis que d'autres sont plus discrètes ou réservées à cet égard. Alors, comme toujours, utilisez votre capacité de lecture oculaire avec sagesse et bon sens, en respectant les différences individuelles et en évitant de fixer les gens comme si vous étiez un maniaque. Et qui sait, avec le temps et la pratique, vous ne deviendrez pas un véritable maître Jedi du regard, capable d'hypnotiser les gens juste avec la force de votre regard perçant. Mais n'utilisez pas ce pouvoir pour faire le mal, hein? Après tout, avec de grands pouvoirs oculaires viennent de grandes responsabilités. Prenez en compte le contexte et la situation. Attention, attention, mes chers détectives de l'esprit. Le moment est venu de parler de la quatrième technique pour dévoiler les mystères de la communication non verbale, prendre en compte le contexte et la situation. Oui, mes amis, même si nous sommes de véritables maîtres Jedi dans l'art d'interpréter le langage corporel, le ton de la voix et les regards, tout cela ne servira à rien si nous ne tenons pas compte du scénario général dans lequel l'interaction se déroule. Après tout, un sourire lors d'un enterrement ne signifie probablement pas la même chose qu'un sourire dans un parc d'attractions, n'est-ce pas? À moins que vous ne soyez l'un de ces méchants de films qui adorent rire aux moments les plus inappropriés, mais ça, c'est une autre histoire. Mais comment exactement le contexte influence-t-il l'interprétation des signes non-verbaux, vous vous demandez peut-être. Eh bien, pensez à une personne qui a les bras croisés. Dans une situation de confrontation ou de discussion, cela indique généralement une posture défensive ou fermée au dialogue. Dans un environnement froid ou avec une climatisation puissante, il peut simplement s'agir d'une tentative de se réchauffer ou de se protéger du vent glacial. Ou encore, dans une situation d'ennui extrême, comme une réunion de travail interminable, cela peut être un moyen de contenir l'envie de s'enfuir en courant et en hurlant de désespoir. Tout dépendra du contexte. Et n'oublions pas de prendre en compte les différences culturelles et individuelles.
Ce qui dans une culture peut être considéré comme un geste amical et chaleureux, comme une étreinte serrée ou un baiser sur la joue, peut être perçu dans une autre comme une invasion de l'espace personnel ou même une offense. De plus, chaque personne a son propre style de communication non verbale, influencé par des facteurs tels que la personnalité, l'éducation, les expériences de vie et même l'état émotionnel du moment. Donc, avant de juger quelqu'un sur la base d'un seul signe isolé, il faut avoir la sensibilité d'analyser l'ensemble du tableau et de prendre en compte les particularités de chaque situation et individu. Mais ne vous inquiétez pas. Avec la pratique et l'observation attentive, vous développerez cette capacité à analyser le langage corporel de manière holistique et intégrée à l'environnement. Et alors, mon ami, vous deviendrez un véritable Sherlock Holmes des signes non-verbaux, capable de dévoiler les mystères les plus profonds de la communication humaine dans n'importe quel contexte, d'une fête d'anniversaire à un interrogatoire de police. Bien sûr, utilisez ce pouvoir pour manipuler les gens ou profiter des situations est tentant, mais rappelez-vous, avec de grandes capacités de lecture contextuelle viennent de grandes responsabilités éthiques. Après tout, personne ne veut être ce méchant cliché qui utilise ses pouvoirs mentaux pour faire le mal, n'est-ce pas? Alors utilisons notre sagesse contextuelle pour répandre plus de compréhension, d'empathie et de bon rire partout. Écoutez votre intuition. Alerte spoiler, mes chers apprentis mentalistes. Nous arrivons à la 5e et dernière technique de notre voyage dans les méandres de l'esprit. Écoutez votre intuition. Oui, vous avez bien entendu, parfois la clé pour déchiffrer les mystères de la communication non verbale ne se trouve pas dans une analyse rationnelle et méthodique, mais dans ce petit murmure intérieur qu'on appelle l'intuition. C'est comme un sixième sens qui vous guide vers la vérité cachée derrière les gestes et les regards. Alors, si vous voulez atteindre le niveau ultime de la lecture mentale, il est temps de commencer à faire confiance à cette voix sage qui chuchote au fond de vous. Mais attention, quand je parle d'intuition, je ne parle pas de partir dans des délires mystiques ou de prendre des décisions impulsives basées sur des pressentiments aléatoires, hein? L'intuition dont je parle est en fait le résultat de toute votre expérience, votre connaissance et votre sensibilité accumulées dans l'art subtil de décoder le langage non verbal. C'est comme si votre inconscient rassemblait toutes ces informations et vous envoyait un signal lumineux. Il y a quelque chose qui cloche dans le sourire de cette personne, ou, attention, ce regard fuyant cache une sombre vérité. C'est votre détective intérieur qui vous parle, en somme. Mais comment savoir si vous pouvez faire confiance à votre intuition, vous vous demandez peut-être. Eh bien, comme pour tout dans la vie, cela demande de la pratique et de l'autoréflexion. Commencez par prêter attention à ces petites impressions qui surgissent lors de vos interactions, même si elles semblent insignifiantes ou illogiques au début. Notez-les dans un coin de votre esprit et observez si elles se confirment ou non par la suite. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître les signaux intuitifs fiables de ceux qui ne sont que le fruit de vos propres biais ou craintes. Et n'ayez pas peur de vous tromper parfois, c'est ainsi qu'on apprend et qu'on affine son sixième sens. Bien sûr, l'intuition ne remplace pas complètement l'observation attentive et l'analyse rationnelle des signes non-verbaux. C'est un outil complémentaire, un guide précieux qui peut vous aider à naviguer dans les eaux troubles de la communication humaine. Utilisez-la avec sagesse, en équilibre avec votre intellect et votre empathie. Et qui sait, peut-être qu'un jour votre intuition sera si aiguisée que vous pourrez lire dans les pensées des gens avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Bon, je m'emballe peut-être un peu, mais vous voyez l'idée, non ? Alors, mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre incroyable voyage dans l'art fascinant de la lecture mentale. J'espère que ces 5 techniques vous ont inspiré et éclairé sur le vaste monde de la communication non verbale. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de devenir un manipulateur ou un voyeur des âmes, mais d'utiliser ces compétences pour créer des liens plus profonds, authentiques et bienveillants avec les autres. Alors, partez explorer les mystères de l'esprit humain avec curiosité, respect et sagesse. Et n'oubliez pas de vous amuser en chemin, car après tout, quoi de plus excitant que de se sentir un peu comme un super-héros de la communication? Allez, à vos marques, prêts, décryptez. Faites attention aux changements subtils d'humeur. Attention, attention, mes chers apprentis Jedi de la perception émotionnelle. Le moment est venu de parler de la 4e technique pour devenir un véritable maître de la lecture mentale, remarquez les changements subtils d'humeur. Oui, mes amis, parfois les indices les plus révélateurs sur l'état émotionnel de quelqu'un ne se trouvent pas dans les grands gestes ou les déclarations dramatiques, mais plutôt dans les petits détails et les variations presque imperceptibles. C'est comme un jeu de « Où est Charlie ?», des sentiments, où vous devez être attentif pour capter ces nuances cachées au milieu du chaos émotionnel. Mais du calme, vous n'avez pas besoin de vous promener avec une loupe géante pour scruter l'expression faciale des gens, à moins que vous ne vouliez être confondu avec un inspecteur du FBI de la vie des autres. Mais comment exactement identifier ces changements subtils d'humeur, vous vous demandez peut-être. Eh bien, il faut d'abord être attentif aux variations du comportement habituel de la personne. Si quelqu'un qui est normalement extraverti et bavard devient soudainement silencieux et renfermé, cela peut être un signe que quelque chose le dérange ou le préoccupe. En revanche, si une personne généralement sérieuse et concentrée commence à faire des blagues et à rire pour un rien, cela peut indiquer qu'elle est de bonne humeur ou excitée par quelque chose.
Bien sûr, cela peut aussi être un signe que la personne a finalement perdu la tête et embrassé le côté absurde de la vie, mais ça, c'est une autre histoire. Un autre aspect important est d'observer le langage corporel et les expressions faciales, en prêtant attention aux détails subtils, comme un sourire qui n'atteint pas les yeux, un soupir presque inaudible ou un changement dans le rythme de la respiration. Ces petits signes peuvent révéler des émotions cachées, comme la tristesse, l'anxiété ou même une pointe d'irritation déguisée. Mais attention, il faut faire attention à ne pas trop interpréter et finir par voir des cornes sur la tête d'une licorne. Parfois, un bâillement n'est qu'un bâillement, et non un signe d'ennui mortel en votre présence. À moins que vous ne racontiez pour la millième fois cette histoire de votre petit poisson apprivoisé qui a appris à faire des tours, là c'est vraiment un bâillement du genre, pour l'amour de Dieu, que quelqu'un me sorte d'ici. Et bien sûr, n'oublions pas de prendre en compte le contexte et l'individualité de chaque personne. Certaines personnes sont naturellement plus expressives et transparentes avec leurs émotions, tandis que d'autres sont de véritables maîtres du poker face et parviennent à dissimuler même la plus intense des joies ou des tristesses. De plus, des facteurs tels que la fatigue, le stress ou même une faim dévorante peuvent influencer l'humeur du moment et générer des changements subtils qui ne reflètent pas nécessairement l'état émotionnel le plus profond. Donc, avant de diagnostiquer tout le monde sur la base d'un haussement de sourcils ou d'un soupir, il faut avoir la sensibilité de considérer le tableau complet et d'utiliser son intuition avec sagesse. Et si malgré tout vous n'arrivez pas à déchiffrer l'énigme de l'humeur des autres, rappelez-vous, parfois, la meilleure approche est simplement de demander avec un intérêt et une empathie sincères. Après tout, nous n'avons pas toujours besoin d'être des mentalistes ninjas pour comprendre et accueillir les émotions des autres, n'est-ce pas? Allez, répandons plus de compréhension et de bon rire partout, mes chers détectives de l'humeur subtile. Identifiez les schémas comportementaux. Allô, mes chers enquêteurs des schémas comportementaux. Le moment est venu de parler de la 5e technique pour devenir un véritable maître de la lecture mentale, identifier les schémas comportementaux. Oui, mes amis, tout comme un détective cherche des indices et des connexions pour résoudre un mystère, nous pouvons aussi utiliser notre sagacité pour identifier les schémas uniques que chaque personne présente dans sa façon d'agir, de parler et de s'exprimer. C'est comme si chaque individu avait sa propre signature comportementale, et notre défi est d'apprendre à reconnaître et à déchiffrer ces codes secrets. Mais du calme, vous n'avez pas besoin de vous promener avec une loupe et un chapeau de Sherlock Holmes, à moins que vous ne vouliez épater tout le monde avec votre cosplay à la prochaine Comic-Con. Mais comment exactement identifier ces schémas comportementaux, vous vous demandez peut-être. Eh bien, il faut d'abord être un bon observateur et prêter attention aux détails récurrents. Par exemple, vous pouvez remarquer que votre ami se gratte toujours l'oreille quand il raconte un mensonge, ou que votre collègue de travail commence toujours à parler plus vite quand elle est excitée par un projet. Ces petits gestes et manies peuvent sembler aléatoires à première vue, mais lorsque vous commencez à connecter les points, vous réalisez qu'ils forment une véritable carte de la personnalité et des réactions typiques de chaque personne. C'est comme assembler un puzzle comportemental, sauf que sans la frustration de découvrir à la fin qu'il manque une pièce. Un autre aspect important est d'observer comment la personne réagit dans différentes situations et contextes. Après tout, quelqu'un qui est super extraverti et blagueur avec ses amis peut se transformer en un véritable puits de timidité lors d'un entretien d'embauche ou d'une présentation importante. Ou cette tante qui est toujours douce et gentille peut se révéler une véritable lionne quand quelqu'un s'en prend à ses enfants. Ces variations dans les schémas comportementaux peuvent nous donner des indices précieux sur les motivations, les peurs et les valeurs les plus profondes de chaque individu. Mais bien sûr, il faut faire attention à ne pas tomber dans les stéréotypes et à penser que tout le monde suit un manuel prévisible de réaction. Après tout, nous sommes des êtres humains complexes et pleins de surprises, pas des robots programmés. Et n'oublions pas que les schémas comportementaux peuvent aussi changer et évoluer au fil du temps. Après tout, les gens apprennent, grandissent et s'adaptent constamment à de nouvelles situations et à de nouveaux défis. Ainsi, cet ami qui était toujours le clown de la classe peut mûrir et devenir plus sérieux et concentré, tandis que cette cousine qui était une véritable nerf à l'école peut découvrir son côté plus aventureux et cool. C'est pourquoi il est important d'être toujours attentif et ouvert pour réévaluer et mettre à jour notre base de données des schémas comportementaux. Et si malgré tout vous rencontrez quelqu'un qui semble être une véritable énigme ambulante, rappelez-vous, parfois, la meilleure approche est simplement d'accepter que chaque personne est un univers unique et fascinant, avec ses propres schémas et mystères. Après tout, le sel de la vie réside justement dans le fait d'être surpris et d'apprendre des possibilités infinies du comportement humain. Entraînez votre intuition. Le moment est venu de parler de la 6e technique pour devenir un véritable maître de la lecture mentale, entraînez votre intuition. Oui, mes amis, même si nous sommes des experts dans l'analyse du langage corporel, le déchiffrage des micro-expressions et l'identification des schémas comportementaux, il y a des moments où la réponse au mystère de l'esprit humain réside dans ce feeling inexplicable, cette petite voix intérieure qui nous chuchote des insights puissants. C'est comme un 6e sens, un radar naturel pour capter les ondes invisibles des émotions et des intentions des autres. Mais du calme, vous n'avez pas besoin de vous promener avec une boule de cristal et un turban, à moins que vous ne vouliez ouvrir un stand de lecture demain dans le parc.
Mais comment exactement entraîner cette fameuse intuition, vous vous demandez peut-être? Eh bien, il faut d'abord apprendre à faire taire un peu l'esprit rationnel et analytique, celui qui veut toujours trouver des explications logiques à tout. Bien sûr, je ne vous dis pas de prendre des décisions importantes sur la base de devinettes aléatoires, mais plutôt de donner plus d'espace à ces perceptions subtiles et spontanées qui sont souvent étouffées par le bruit mental. Un bon conseil est de pratiquer la méditation ou d'autres activités qui aident à calmer l'esprit et à accroître la conscience du moment présent. Qui sait, vous découvrirez peut-être que votre intuition essayait de communiquer avec vous tout ce temps, mais que vous étiez trop occupé à faire des listes mentales de courses ou à repasser cette discussion que vous avez eue dans les embouteillages. Une autre façon d'entraîner votre intuition est de prêter attention aux signaux corporels que vous ressentez lorsque vous interagissez avec quelqu'un. Par exemple, avez-vous déjà eu cette sensation de papillon dans l'estomac lorsque vous avez rencontré une personne spéciale, ou ce frisson dans le dos lorsque quelqu'un a dit quelque chose qui sonnait faux ou menaçant? Eh bien, ces signaux physiques sont souvent la façon dont votre intuition trouve pour vous envoyer des messages importants. C'est comme un WhatsApp direct de votre inconscient. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez un serrement de poitrine, pendant une conversation tendue, ou une chaleur dans le cœur en écoutant une histoire émouvante, prenez un moment pour réfléchir à ce que cette sensation peut essayer de vous dire. Mais attention à ne pas confondre l'intuition avec cette envie soudaine de manger un hamburger géant après une discussion animée au travail, hein? Et n'oubliez pas que l'intuition n'est pas infaillible et qu'elle peut parfois être influencée par nos propres biais, peurs ou désirs. Donc, avant de prendre une décision cruciale basée uniquement sur une impression fugace, il est important de la confronter à d'autres sources d'informations et de réflexion. Votre intuition est comme un conseiller sage et bienveillant, mais c'est à vous de décider si vous suivez ses conseils ou non. Et si jamais vous vous trompez, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Après tout, même les plus grands mentalistes ont parfois des ratés intuitifs. L'important est d'apprendre de ces expériences et de continuer à affiner votre sensibilité. Alors, mes chers apprentis Jedi de l'intuition, n'ayez pas peur d'explorer cette dimension fascinante de votre esprit. Faites confiance à ces murmures subtils de votre sagesse intérieure, tout en les équilibrant avec votre discernement et votre bon sens. Et qui sait, peut-être qu'un jour votre intuition sera si aiguisée que vous pourrez deviner le plat préféré de quelqu'un rien qu'en le regardant dans les yeux. Bon, je m'emballe peut-être un peu, mais vous voyez l'idée, non? Allez, en avant pour de nouvelles aventures intuitives, mes chers détectives de l'âme. Identifiez les schémas comportementaux. Allô, mes chers enquêteurs des schémas comportementaux. Le moment est venu de parler de la 5e technique pour devenir un véritable maître de la lecture mentale, identifier les schémas comportementaux. Oui, mes amis, tout comme un détective cherche des indices et des connexions pour résoudre un mystère, nous pouvons aussi utiliser notre sagacité pour identifier les schémas uniques que chaque personne présente dans sa façon d'agir, de parler et de s'exprimer. C'est comme si chaque individu avait sa propre signature comportementale, et notre défi est d'apprendre à reconnaître et à déchiffrer ces codes secrets. Mais du calme, vous n'avez pas besoin de vous promener avec une loupe et un chapeau de Sherlock Holmes, à moins que vous ne vouliez épater tout le monde avec votre cosplay à la prochaine Comic-Con. Mais comment exactement identifier ces schémas comportementaux, vous vous demandez peut-être? Eh bien, il faut d'abord être un bon observateur et prêter attention aux détails récurrents. Par exemple, vous pouvez remarquer que votre ami se gratte toujours l'oreille quand il raconte un mensonge, ou que votre collègue de travail commence toujours à parler plus vite quand elle est excitée par un projet. Ces petits gestes et manies peuvent sembler aléatoires à première vue, mais lorsque vous commencez à connecter les points, vous réalisez qu'ils forment une véritable carte de la personnalité et des réactions typiques de chaque personne. C'est comme assembler un puzzle comportemental, sauf que sans la frustration de découvrir à la fin qu'il manque une pièce. Un autre aspect important est d'observer comment la personne réagit dans différentes situations et contextes. Après tout, quelqu'un qui est super extraverti et blagueur avec ses amis peut se transformer en un véritable puits de timidité lors d'un entretien d'embauche ou d'une présentation importante. Ou cette tante qui est toujours douce et gentille peut se révéler une véritable lionne quand quelqu'un s'en prend à ses enfants. Ces variations dans les schémas comportementaux peuvent nous donner des indices précieux sur les motivations, les peurs et les valeurs les plus profondes de chaque individu. Mais bien sûr, il faut faire attention à ne pas tomber dans les stéréotypes et à penser que tout le monde suit un manuel prévisible de réaction. Après tout, nous sommes des êtres humains complexes et pleins de surprises, pas des robots programmés. Et n'oublions pas que les schémas comportementaux peuvent aussi changer et évoluer au fil du temps. Après tout, les gens apprennent, grandissent et s'adaptent constamment à de nouvelles situations et à de nouveaux défis. Ainsi, cet ami qui était toujours le clown de la classe peut mûrir et devenir plus sérieux et concentré, tandis que cette cousine qui était une véritable nerf à l'école peut découvrir son côté plus aventureux et cool. C'est pourquoi il est important d'être toujours attentif et ouvert pour réévaluer et mettre à jour notre base de données des schémas comportementaux. Et si malgré tout vous rencontrez quelqu'un qui semble être une véritable énigme ambulante, rappelez-vous, parfois, la meilleure approche est simplement d'accepter que chaque personne est un univers unique et fascinant, avec ses propres schémas et mystères. Après tout, le sel de la vie réside justement dans le fait d'être surpris et d'apprendre des possibilités infinies du comportement humain.
Entraînez votre intuition. Le moment est venu de parler de la 6e technique pour devenir un véritable maître de la lecture mentale, entraînez votre intuition. Oui, mes amis, même si nous sommes des experts dans l'analyse du langage corporel, le déchiffrage des micro-expressions et l'identification des schémas comportementaux, il y a des moments où la réponse au mystère de l'esprit humain réside dans ce feeling inexplicable, cette petite voix intérieure qui nous chuchote des insights puissants. C'est comme un 6e sens, un radar naturel pour capter les ondes invisibles des émotions et des intentions des autres. Mais du calme, vous n'avez pas besoin de vous promener avec une boule de cristal et un turban, à moins que vous ne vouliez ouvrir un stand de lecture demain dans le parc. Mais comment exactement entraîner cette fameuse intuition, vous vous demandez peut-être. Eh bien, il faut d'abord apprendre à faire taire un peu l'esprit rationnel et analytique, celui qui veut toujours trouver des explications logiques à tout. Bien sûr, je ne vous dis pas de prendre des décisions importantes sur la base de devinettes aléatoires, mais plutôt de donner plus d'espace à ces perceptions subtiles et spontanées qui sont souvent étouffées par le bruit mental. Un bon conseil est de pratiquer la méditation ou d'autres activités qui aident à calmer l'esprit et à accroître la conscience du moment présent. Qui sait, vous découvrirez peut-être que votre intuition essayait de communiquer avec vous tout ce temps, mais que vous étiez trop occupé à faire des listes mentales de courses ou à repasser cette discussion que vous avez eue dans les embouteillages. Une autre façon d'entraîner votre intuition est de prêter attention aux signaux corporels que vous ressentez lorsque vous interagissez avec quelqu'un. Par exemple, avez-vous déjà eu cette sensation de papillon dans l'estomac lorsque vous avez rencontré une personne spéciale, ou ce frisson dans le dos lorsque quelqu'un a dit quelque chose qui sonnait faux ou menaçant? Eh bien, ces signaux physiques sont souvent la façon dont votre intuition trouve pour vous envoyer des messages importants. C'est comme un WhatsApp direct de votre inconscient. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez un serrement de poitrine, pendant une conversation tendue, ou une chaleur dans le cœur en écoutant une histoire émouvante, prenez un moment pour réfléchir à ce que cette sensation peut essayer de vous dire. Mais attention à ne pas confondre l'intuition avec cette envie soudaine de manger un hamburger géant après une discussion animée au travail, hein? Et bien sûr, pour booster votre intuition, rien de tel que de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Commencez par prêter plus d'attention à vos interactions quotidiennes et essayez de capter les subtilités émotionnelles derrière les mots et les gestes. Faites de petits exercices, comme essayer de deviner l'humeur de quelqu'un avant même de demander, ou parier avec vous-même sur la réaction d'une personne face à une nouvelle surprenante. Avec le temps et l'expérience, vous développerez une sorte de musculature intuitive, devenant de plus en plus affûté pour capter ces informations précieuses qui vont au-delà de l'évidence. Et si malgré tout vous vous sentez encore comme un véritable Jedi en formation, en matière d'intuition, ne vous découragez pas. Rappelez-vous que, comme le dirait le grand maître Yoda, le chemin est long, mais la force est puissante en vous, jeune Padawan. Alors, faites confiance à votre voyage, profitez de chaque opportunité d'apprendre, et qui sait, peut-être qu'un jour vous deviendrez le plus grand Jedi de l'intuition que la galaxie ait jamais vu. Que la force soit avec vous, toujours. Posez des questions perspicaces. Mes chers apprentis dans l'art de la lecture mentale, le moment est venu de parler de la 7e technique de notre entraînement, poser des questions perspicaces. C'est un point crucial pour ceux qui cherchent vraiment à comprendre ce qui se passe dans l'esprit des gens, en allant au-delà des apparences et des jugements superficiels. Après tout, comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas la réponse qui est claire, mais la question. Autrement dit, la clé pour accéder à la profondeur de l'esprit humain ne réside pas dans le fait d'avoir des réponses toutes faites et définitives, mais plutôt dans le fait de savoir poser les bonnes questions, celles qui ouvrent un espace de réflexion, de dialogue et de découverte mutuelle. C'est comme si chaque question perspicace était une petite lanterne qui éclaire un peu plus les recoins obscurs de l'âme, révélant des nuances, des motivations et des histoires qui étaient auparavant cachées. Mais que signifie exactement poser des questions perspicaces ? Tout d'abord, cela signifie aller au-delà des questions évidentes et superficielles, celles qui génèrent des réponses automatiques et prévisibles. Au lieu de demander « Comment allez-vous » par exemple, vous pouvez demander « Qu'est-ce qui a égayé vos journées dernièrement » ou « Quel a été le moment le plus difficile de votre semaine ?» Ce sont des questions qui invitent la personne à réfléchir sur son expérience de manière plus profonde et authentique, ouvrant la voie à des insights et à des connexions véritables. Un autre aspect important est de savoir écouter attentivement les réponses, en prêtant attention non seulement aux mots prononcés, mais aussi au silence, aux hésitations et aux sous-entendus. Souvent, c'est dans ces espaces subtils que l'on trouve les indices les plus précieux sur ce qui compte vraiment pour la personne, ses peurs, ses désirs et ses valeurs les plus intimes. En outre, poser des questions perspicaces nécessite également une dose de courage et de vulnérabilité. Après tout, lorsque nous demandons quelque chose de vraiment significatif et personnel, nous nous ouvrons également à une réponse tout aussi profonde et révélatrice. C'est comme si nous disions « Je me soucie suffisamment de vous pour vouloir connaître votre vérité, même si elle est inconfortable ou différente de la mienne. » Cette attitude d'ouverture et d'empathie est essentielle pour construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, où les deux parties se sentent en sécurité pour partager leurs histoires et apprendre l'une de l'autre. Comme le disait Épictète, un autre grand maître stoïcien, nous avons deux oreilles et une bouche pour pouvoir écouter plus et parler moins.
En cultivant l'art de poser des questions perspicaces, nous honorons précisément cette sagesse ancestrale, en utilisant nos mots non pas pour imposer nos opinions et nos jugements, mais pour créer des ponts de compréhension et de croissance partagés. Enfin, il est important de se rappeler que poser des questions perspicaces n'est pas une technique manipulatrice ou invasive, mais plutôt une façon de montrer un intérêt et une attention sincère pour l'autre. Il ne s'agit pas d'arracher des confessions ou d'exposer des secrets, mais plutôt de créer un espace sûr et accueillant où la personne se sent à l'aise pour explorer son propre esprit et son cœur, avec notre présence attentive et respectueuse comme guide et témoin. En ce sens, chaque question perspicace est aussi une invitation à nous plonger dans notre propre humanité, en reconnaissant que nous sommes tous des êtres complexes et multidimensionnels, avec des histoires uniques et précieuses à partager. En nous ouvrant à cet échange authentique et vulnérable, nous tissons peu à peu un réseau invisible de compréhension et de compassion, qui nous soutient et nous renforce dans notre voyage partagé à travers la vie. Et ainsi, question après question, nous devenons non seulement de meilleurs lecteurs d'esprit, mais aussi des êtres humains plus complets, plus sages et plus connectés à la richesse de l'expérience humaine. Observez comment la personne interagit avec les autres. Chers amis et étudiants dans l'art de la lecture mentale, le moment est venu d'approfondir la 8e technique de notre entraînement, observez comment la personne interagit avec les autres. C'est un aspect crucial pour ceux qui cherchent vraiment à comprendre l'esprit humain, car c'est dans les relations sociales que notre véritable nature se révèle de la manière la plus claire et spontanée. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète, le caractère d'un homme se révèle dans la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien faire pour lui. Autrement dit, c'est dans les interactions sans prétention et quotidiennes que nous pouvons voir l'essence de quelqu'un briller ou s'obscurcir. Chaque geste, chaque mot, chaque expression faciale devient un coup de pinceau subtil dans le portrait de l'âme, révélant des valeurs, des peurs, des désirs et des schémas profondément enracinés. Mais comment exactement pouvons-nous observer et interpréter ces interactions ? Une première étape consiste à être attentif à la façon dont la personne se rapporte à différents types de personnes et dans différents contextes. Par exemple, observez comment quelqu'un traite un serveur dans un restaurant, un collègue de travail lors d'une réunion, un ami proche dans un moment de détente, un enfant jouant dans le parc. Chacun de ces scénarios évoque des facettes distinctes de la personnalité et des compétences sociales. Quelqu'un qui est gentil et attentionné envers le serveur, par exemple, fait preuve d'humilité, d'empathie et de respect pour l'être humain, quelle que soit sa position sociale. En revanche, quelqu'un qui est cordial avec ses collègues de travail mais froid et distant avec ses amis peut révéler une difficulté à établir des liens émotionnels profonds et authentiques. Un autre aspect fondamental est d'observer comment la personne gère les conflits et les divergences d'opinion. Face à un désaccord, cherche-t-elle à écouter et à comprendre le point de vue de l'autre, ou s'accroche-t-elle rigidement à sa propre perspective ? Est-elle capable de trouver des points communs et de faire des concessions, ou a-t-elle tendance à polariser et à exacerber les tensions ? La façon dont quelqu'un navigue dans les frictions interpersonnelles inévitables en dit long sur sa maturité émotionnelle, sa flexibilité mentale et sa capacité d'empathie. Comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne, nous devons rechercher la sérénité et la sagesse pour accepter ce que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer ce que nous pouvons, et le discernement pour reconnaître la différence. En observant comment quelqu'un incarne, ou non, ses principes dans ses relations, nous pouvons avoir une vision plus claire de son caractère et de ses valeurs fondamentales. En outre, il est important d'être attentif aux schémas et aux dynamiques récurrentes dans les interactions d'une personne. A-t-elle tendance à assumer toujours le même rôle dans différents groupes et situations, que ce soit celui de leader, de médiateur, de provocateur ou d'observateur ? Est-elle cohérente dans son traitement des gens, ou change-t-elle radicalement en fonction de la personne avec laquelle elle interagit ? Ces schémas peuvent révéler des besoins émotionnels profonds, comme la recherche d'approbation, la peur du rejet, le besoin de contrôle ou la difficulté à établir des limites saines. Par exemple, quelqu'un qui se pose toujours comme le clown de la classe, faisant des blagues et cherchant l'attention, peut révéler une profonde insécurité et un besoin de validation externe. En revanche, quelqu'un qui est toujours l'avocat du diable, remettant en question et défiant les idées des autres, peut exprimer un esprit vif et critique, mais aussi une difficulté à se connecter émotionnellement et à construire des consensus. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque être humain est une tapisserie complexe d'expériences, d'influences et de potentiels uniques. Nous ne pouvons pas réduire quelqu'un à un seul trait ou schéma de comportement, ni présumer que nous comprenons totalement ses motivations et ses défis internes. Comme le disait l'empereur philosophe Marc Aurèle, l'âme de chaque personne est un labyrinthe mystérieux, un enchevêtrement de contradictions. Par conséquent, lorsque nous observons les interactions des autres, nous devons le faire avec un esprit de curiosité, d'empathie et d'humilité, en reconnaissant que nous ne voyons toujours que la pointe de l'iceberg de l'expérience humaine. Chaque interaction est une occasion d'apprentissage et de croissance mutuelle, une invitation à élargir notre propre compréhension et compassion. Et ainsi, mes chers apprentis, en plongeant dans l'art d'observer comment les gens interagissent, nous ne développons pas seulement notre capacité de lecture mentale, mais nous cultivons également une sagesse pratique et compatissante pour naviguer dans les labyrinthes complexes des relations humaines. Nous apprenons à voir au-delà des masques sociaux et des jugements superficiels,
pour reconnaître l'humanité profonde et partagée qui nous unit tous. Comme nous le rappelle Sénèque, nous sommes des vagues de la même mer, des feuilles du même arbre, des fleurs du même jardin. Puissions-nous donc honorer cette interconnexion sacrée dans chaque rencontre, dans chaque échange, dans chaque geste de compréhension et de bienveillance mutuelle. Car c'est dans l'art de tisser des relations authentiques et nourrissantes que réside le véritable secret de la sagesse stoïcienne et de la plénitude humaine. Identifier ce qui motive la personne. Mes chers compagnons de voyage, le moment est venu d'explorer la 18e technique de notre entraînement à la lecture mentale, identifier ce qui motive la personne. C'est un aspect fondamental pour ceux qui cherchent vraiment à comprendre les couches complexes de l'esprit humain, car c'est dans les motivations profondes que nous trouvons la véritable boussole qui guide les pensées, les émotions et les comportements de quelqu'un. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Autrement dit, ce sont nos motivations internes, nos valeurs et nos croyances les plus enracinées qui déterminent le sens et l'impact que nous attribuons aux expériences de la vie. Comprendre ce qui fait bouger quelqu'un de l'intérieur, c'est comme avoir une clé maîtresse pour déchiffrer les énigmes de son âme. Mais comment pouvons-nous identifier ces motivations cachées ? Une première étape consiste à observer attentivement les choix et les décisions de la personne au fil du temps. Dans quel type d'activité, de projet et de relations investit-elle son énergie et son temps ? Quelles sont les priorités qu'elle établit dans sa vie, même lorsque cela implique des sacrifices et des défis ? Par exemple, quelqu'un qui consacre une grande partie de son temps libre à des travaux bénévoles et à des causes sociales, même en renonçant à des opportunités de loisirs et de confort personnel, révèle une motivation profonde à contribuer au bien-être collectif et à faire une différence dans le monde. En revanche, quelqu'un qui est toujours à la recherche de nouveaux défis intellectuels et d'opportunités d'apprentissage, même si cela signifie sortir de sa zone de confort, démontre une motivation intrinsèque pour la croissance personnelle et l'excellence. Un autre aspect crucial est d'être attentif aux réactions émotionnelles de la personne face à différentes situations et stimuli. Qu'est-ce qui la fait briller d'enthousiasme et de passion ? Qu'est-ce qui la rend anxieuse, frustrée ou découragée ? Ces indices émotionnels sont comme une carte des valeurs et des besoins les plus profonds de l'âme. Par exemple, quelqu'un qui devient radieux et énergique lorsqu'il a l'occasion d'exprimer sa créativité et son authenticité, que ce soit à travers l'art, la musique ou l'écriture, révèle une motivation centrale pour l'expression de soi et la réalisation de son potentiel unique. En revanche, quelqu'un qui devient tendu et irritable lorsqu'il se sent contrôlé ou limité par des règles et des attentes externes peut signaler un fort besoin d'autonomie et de liberté personnelle. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les motivations humaines sont complexes, multidimensionnelles et souvent inconscientes. Nous ne pouvons pas réduire quelqu'un à un seul facteur de motivation, ni présumer que nous comprenons totalement les forces qui le poussent. Comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne, nous devons cultiver l'humilité et l'ouverture d'esprit pour reconnaître que chaque personne est un mystère infini, avec des couches et des nuances qui dépassent toujours notre compréhension totale. Lorsque nous cherchons à identifier les motivations des autres, nous devons le faire avec un esprit de curiosité, d'empathie et de respect, en reconnaissant que nous ne voyons toujours qu'une fraction de la totalité de l'expérience humaine. Chaque motivation identifiée est une invitation à approfondir notre propre réflexion sur ce qui compte vraiment dans la vie, sur ce qui nous anime et nous inspire à être la meilleure version de nous-mêmes. En outre, la quête de compréhension des motivations des autres nous invite également à une plongée courageuse dans notre propre intériorité. Quelle force consciente et inconsciente façonne nos propres choix et réactions ? Sommes-nous mus par des valeurs authentiques et alignées sur notre essence, ou sommes-nous pris au piège de schémas conditionnés et d'attentes externes ? Comment pouvons-nous cultiver des motivations de plus en plus sages, compatissantes et libératrices ? En nous engageant dans cette réflexion profonde, nous élargissons non seulement notre capacité de lecture mentale, mais nous prenons également les rênes de notre propre voyage existentiel, comme nous y inspire le stoïcisme. Et ainsi, mes chers apprentis, en plongeant dans l'art d'identifier les motivations des gens, nous ne développons pas seulement une compétence pratique de compréhension de l'esprit humain, mais nous cultivons également une sagesse transformatrice sur ce qui compte vraiment dans la vie. Nous apprenons à voir au-delà des apparences et des comportements superficiels, pour reconnaître les forces profondes qui nous animent et nous relient les uns aux autres. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Puissions-nous donc nourrir des motivations de plus en plus élevées, alignées sur nos valeurs les plus profondes et sur le bien-être de tous les êtres. Car c'est dans la quête inlassable d'une vie pleine de sens, de sagesse et de compassion que réside le véritable trésor du voyage humain. Faites confiance à vos instincts, ne tirez pas de conclusions hâtives. Mes chers compagnons de voyage, nous arrivons au 20e et dernier principe de notre entraînement à la lecture mentale. Faire confiance à vos instincts, mais ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est un équilibre délicat et fondamental pour ceux qui cherchent à naviguer avec sagesse dans les labyrinthes complexes de l'esprit humain. D'une part, nos instincts sont une boussole interne précieuse, construite au fil de milliers d'années d'évolution et d'apprentissage. Ils nous permettent de capter des subtilités, des schémas et des signes qui échappent souvent à l'analyse purement rationnelle. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, l'intuition est la graine de la vérité plantée en nous.
Lorsque nous avons ce pressentiment que quelque chose ne va pas, ou cette sensation que nous pouvons faire confiance à quelqu'un, nous accédons à une sagesse profonde et ancestrale qui mérite d'être honorée et cultivée. Cependant, il est tout aussi crucial de reconnaître que nos instincts ne sont pas infaillibles et qu'ils peuvent facilement être faussés par des préjugés, des émotions intenses et des conclusions hâtives. Combien de fois avons-nous précipité notre jugement sur quelqu'un sur la base d'une première impression, pour découvrir plus tard que nous nous étions complètement trompés? Combien de fois avons-nous laissé nos peurs, nos insécurités et nos projections contaminer notre perception d'une situation ou d'une personne? Comme nous en avertit le stoïcisme, nous devons toujours être vigilants pour ne pas nous laisser asservir par des impressions automatiques et irréfléchies. Épictète, l'un des grands maîtres de cette philosophie, nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Autrement dit, ce ne sont pas nos intuitions en soi qui nous trompent, mais la façon dont nous choisissons de les interpréter et d'y réagir. Alors, comment pouvons-nous faire confiance à nos instincts sans tomber dans le piège des conclusions hâtives? Une voie consiste à cultiver une attitude d'ouverture, de curiosité et de flexibilité mentale. Lorsque nous sommes confrontés à une forte intuition à propos de quelqu'un, nous pouvons l'accueillir comme une hypothèse à explorer, et non comme une vérité définitive. Nous pouvons nous demander, que dois-je savoir de plus pour avoir une vision plus complète de cette personne ou de cette situation? Quelles autres perspectives et possibilités suis-je en train de négliger? Comment puis-je tester mes suppositions de manière respectueuse et constructive? En adoptant cette attitude d'éternel apprenant, nous évitons de nous enfermer dans des jugements rigides et restons ouverts aux surprises et aux découvertes précieuses. Comme l'exprime magnifiquement Marc Aurèle, l'esprit adaptable est invincible. Un autre aspect fondamental est de cultiver la conscience de soi et le discernement pour reconnaître quand nos instincts sont influencés par des facteurs de distorsion. Nous devons être attentifs à nos propres réactions émotionnelles, préjugés et déclencheurs, et développer la capacité de séparer le bon grain de l'ivraie dans nos intuitions. Par exemple, si nous avons toujours une puce à l'oreille avec des personnes d'une certaine ethnie ou classe sociale, il est temps de nous demander si nous ne laissons pas des stéréotypes limitants biaiser notre perception. Si nous avons tendance à nous méfier automatiquement de tout compliment ou geste de gentillesse, nous devons examiner si nous ne projetons pas nos propres insécurités et blessures sur les intentions des autres. C'est un travail continu d'auto-examen, d'humilité et d'amélioration personnelle, comme le préconise la philosophie stoïcienne. Comme le dit Sénèque, le plus grand empire que nous puissions conquérir est la maîtrise de nous-mêmes. Et ainsi, mes chers apprentis, nous arrivons au terme de ce voyage de 20 principes pour l'art de la lecture mentale. Plus que des techniques isolées, j'espère que vous y avez trouvé une invitation à une manière plus profonde et plus sage de vous relier à l'esprit humain, dans toute sa complexité et sa beauté. Puissions-nous honorer nos instincts, sans nous y attacher aveuglément. Puissions-nous cultiver l'ouverture et la flexibilité, sans perdre le discernement et l'intégrité. Puissions-nous voir au-delà des apparences et des jugements superficiels, pour reconnaître l'humanité profonde qui nous unit tous. Et puissions-nous, surtout, utiliser cet art non pas pour manipuler ou contrôler les autres, mais pour semer plus de compréhension, d'empathie et de sagesse dans le monde. Comme nous y inspire Épictète, le but de la vie n'est pas d'être heureux. C'est d'être utile, honorable, compatissant, d'avoir fait la différence pour avoir vécu et bien vécu. Que ce soit la boussole suprême qui guide notre voyage partagé à travers les mystères infinis de l'esprit et du cœur humain.